Aujourd'hui, 5 films cultes que vous devez impérativement regarder. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans le Reg Ciné Club du mois de mai 2026. 5 films cultes à voir dans sa vie. L'objectif est que vous regardiez ces 5 films durant ce mois, un film par semaine, vous allez y arriver. J'aimerais bien que vous réfléchissiez à ce que vous regardez et non pas juste regarder peut-être comme un divertissement bébête et puis basta. J'ai évidemment créé une liste Letterboxd avec tous les films du club. J'ai mis à jour mon top 4 Letterboxd. J'ai tous les trucs, canal Instagram, les playlists TikTok, playlists YouTube, vous connaissez. S'il vous plaît, regardez en VOSTFR. Les films sont disponibles ou sur les plateformes, ou en Blu-ray, ou vous savez, clin d'œil, hein. C'est ok de ne pas aimer tous les films de la liste. L'objectif est d'essayer. Ils sont différents. Vous n'allez pas toujours tout aimer. Donc là, je vous présente les films à voir ce mois-ci et ensuite, je vous donne mon avis sur les films du mois précédent. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler. Les films que j'ai envie de vous conseiller ce mois-ci sont les suivants. Elephant de Gus Van Sant, c'est l'histoire d'un drame au lycée. Je vais pas donner plus d'informations, mais ça parle de jeunes adolescents au lycée qui vivent des émotions fortes. Et il se passe des choses. C'est assez court, de mémoire c'est moins d'1h30, vous allez vraiment être marqué par ce film, c'est un film qui a vraiment marqué une génération. Ensuite nous avons Blowout de Brian De Palma qui raconte l'histoire d'un ingénieur son qui sera témoin d'un accident de voiture tuant l'un des candidats à la présidentielle. Ça va devenir une sorte de thriller conspirationniste, angoissant, vous devez impérativement voir celui-ci. Nous avons ensuite Dr Jivago, le film de David Lean qui raconte une énorme histoire d'amour épique. Un médecin à Moscou tombe amoureux de la femme d'un activiste politique. Le truc c'est que l'œuvre se passe durant la Révolution rouge et la Première Guerre mondiale. Ensuite nous avons Grizzly Man qui raconte l'histoire d'un homme obsédé par les ours. C'est une histoire vraie, c'est un documentaire celui-ci et ça va vraiment être lui qui va aller en Alaska pendant des mois et des mois en pensant qu'il peut être ami avec les ours. Sauf que le concept même du film est qu'il a été dévoré par l'un d'eux. Mais pourquoi et comment, c'est le sujet de l'œuvre. Et peut-être un film bonus, l'un des films français les plus adorés de tous les temps, c'est Le Trou de Jacques Becker qui raconte l'histoire d'une évasion de prison. Je vous donnerai pas plus d'informations, allez le voir. C'est un hyper classique. En série télé, je vous conseille l'une de mes séries télé préférées, BoJack Horseman, qui raconte l'histoire d'un cheval dépressif, ancienne star hollywoodienne, qui essaie vraiment de lutter contre ses addictions, contre le monde hollywoodien. C'est une série très existentielle qui parle d'anxiété, de mélancolie. Vous allez adorer. Vous l'avez sûrement déjà vu. C'est une sitcom de 6 saisons, 20 minutes par épisode. Vous allez kiffer. Ça, c'est les œuvres que vous devez regarder ce mois-ci. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur les œuvres du mois précédent dans l'ordre des œuvres que vous avez le moins vues. Parce que oui, j'ai fait des sondages sur Instagram. Et le premier film, vous n'êtes que 3% à l'avoir vu. Il s'appelle Kess. C'est le film de Ken Loach. Ça raconte l'histoire d'un jeune... C'est pas au lycée, mais c'est un peu entre les deux, on va dire collège pour avoir une référence française, qui se fait un peu harceler à la maison par son grand frère, par le manque de présence parentale, on va dire, mais aussi par les professeurs de son école, par les autres élèves, et il va se sentir très seul, très mal dans sa vie, mais il va développer une nouvelle passion. Il va se faire un ami qui est un faucon. Il va devenir un passionné de faucons, il va essayer d'en adopter un et de vivre une vie paisible et heureuse avec. Et c'est là qu'évidemment... le film va devenir hyper intéressant. Le premier truc qui m'a marqué concernant le film, c'est que je l'ai vraiment revu à la hausse. J'avais bien aimé à l'époque, mais peut-être j'étais trop jeune et je m'ennuyais un petit peu. Mais alors là, j'étais vraiment immergé, j'étais hypnotisé premièrement par les images qui sont magnifiques. Je sais pas quelle version du film j'ai regardé, mais c'est une version quand même qui a un grain, qui a des couleurs mais tellement fortes, tellement marquantes. C'est une version absolument magnifique. C'est même pas de la 4K, quoi. C'est du 1080p, ce qui est suffisant quand même, disons les choses. Mais c'était tellement prenant visuellement, la manière dont il a dépeint cette Irlande, parce que Ken Loach, hein, c'est son cinéma de manière générale. Pourtant, je suis pas le plus grand spécialiste de Ken Loach, mais la manière dont il parle de ce pays par cette beauté visuelle de une avec ses couleurs, mais surtout la manière dont il montre l'histoire de son pays à cette époque. C'est un film de 1969 quand même, à quel point tu as l'impression que rien n'a changé entre guillemets, mais surtout comment ce pays symbolise beaucoup les frustrations et en même temps la colère et les traumas d'une population entière, quoi. C'est un film qui parle de l'échec du système scolaire. C'est quand même un gamin qui se fait constamment harceler, tout le monde va lui prendre la tête, mais c'est pas un harcèlement genre ciblé automatique parce que c'est lui, Casper, il mérite de se faire harceler. Non, c'est un harcèlement plus systémique. En mode, ils s'harcèlent tous entre eux. Sauf que nous, on suit notre protagoniste, notre personnage, et c'est lui aussi qui est victime d'harcèlement, mais il est pas ciblé, quoi. C'est juste, au fait, tout le monde se fait harceler, c'est comme ça. C'est le système, au fait. Il faut se faire harceler. Si t'es pas dans le moule, si t'es pas vraiment parfait dans ce système-là, tu vas te faire harceler constamment et tu vas subir. Donc, en fait, forcément, lui, il va essayer de s'émanciper de ça, quoi. Il va essayer de partir, de vivre autre chose, mais c'est compliqué.
forcément, de s'émanciper dans un système qui te pousse vers le désespoir, vers la tristesse et tout, c'est très très compliqué. Et c'est ça qui va avoir lieu dans l'œuvre. C'est lui qui sera emprisonné par sa classe sociale, premièrement, mais aussi par sa géographie. En fait, il n'y a pas de manière de grimper cette classe sociale. Tu nais ici, tu meurs ici. C'est un peu le propos du film, hein. C'est que voilà, son frère, il bosse à l'usine. À un moment, il lui dit, bah moi j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Son frère lui dit, bah comment? Enfin, tu peux pas. Tu nais là, tu meurs ici, tu fais le même taf que moi et tu la fermes. Et forcément, son frère, bah, c'est la masculinité, c'est ce patriarcat violent et tout. Et tout le monde souhaite une liberté, mais forcément, son frère, il va sortir tous les week-ends, il va se torcher la gueule, rentrer bourré, il va essayer de draguer des gens, s'opposer à des gens aussi de manière un peu violente, verbale et tout. Donc il y a des addictions par rapport à ça. Et c'est le seul réconfort qu'ont ces gens-là. Et sauf que ce gamin-là, lui, il va essayer de trouver une liberté un peu différente. Bah, dans la nature, il se balade souvent en nature parce que c'est pas un village non plus, mais c'est quand même... on est proche de la ruralité, en tout cas il y a beaucoup de nature là où ils sont, dans les rencontres, ils vont essayer de se faire des amis, mais lui il se fait harceler, bah, c'est compliqué de faire des rencontres, et en même temps c'est ça, c'est le prix à payer de ce système où les gens deviennent addicts, ils essaient de fuir dans la nature, ils essaient de trouver vraiment une sorte de solution, oui, de liberté, et ça va coûter bah, leur innocence, parce qu'ils se font tellement agresser verbalement, physiquement, ils souffrent tellement que la jeunesse, elle est complètement perdue dans un système où l'économie, il est foutu, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, c'est que des jeunes pauvres qui vont naître et mourir ici. Et c'est ça qui est vraiment très touchant dans l'œuvre. Et le symbole du faucon, moi je le trouve vraiment doux amer, car il représente en fait une sorte de vie rêvée, mais inatteignable. C'est-à-dire qu'un faucon, c'est libre. Ça vole, ça mange un petit peu, mais ensuite ça peut faire ce qu'il veut, quoi. N'importe où dans le monde, t'as l'impression. Et c'est le symbole, en fait. C'est avoir vraiment l'espoir de pouvoir s'envoler. Mais c'est pas à portée de main pour ces jeunes. C'est à portée de main pour le faucon. Et du coup, la relation qu'il développe avec ce faucon, elle est amicale. C'est quelqu'un qui le respecte, évidemment. Mais c'est surtout une sorte de jalousie, d'envie un petit peu. Parce qu'il aimerait être aussi libre. Et du coup, il est libre via ce faucon, via la liberté. Qui est paradoxale, parce que le faucon, il serait aussi en cage, du coup. Il a pris la liberté du faucon pour pouvoir vivre une sorte d'amitié, mais en même temps, vivre une sorte de liberté par rapport à lui, tout en mettant le faucon en cage et en mettant sa vie forcément en danger aussi, parce que bah, un animal libre, d'un coup, il se retrouve enfermé avec des humains. Donc c'est particulier, et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point bah, ce système-là, dans cet état-providence religieux, est complètement cassé, quoi. Et ça tue l'espoir aussi, ça brise les enfants, ça brise les familles, ou le manque de famille dans ce cas-là. Et c'est ça, c'est la communauté, comment tu vis ensemble. Il va faire plein de rencontres à droite à gauche avec des gens, il va leur parler, il les connaît, et tout le monde va le voir grandir. En fait, c'est vraiment un film où tu vis dans ce village-là, et t'es là, quoi. T'es là, t'es fan du truc, tu comprends pourquoi c'est le bordel, pourquoi c'est dur. Et en fait, il dépeint une sorte de réalité sociale qui semble un peu authentique, quoi. T'as l'impression que c'est autobiographique, t'as l'impression que c'est profondément triste. Je trouve qu'il dirige parfaitement les acteurs. Pour le coup, il a plein d'idées de mise en scène sur comment dépeindre justement ce qui se passe. Les acteurs, ils ont tous une sorte de charisme, de liberté. Ils sont super touchants, ils se démarquent super bien. On a l'impression d'être face à un documentaire plus que de la fiction, quoi, tellement c'est bien fait. Il y a beaucoup de lumière naturelle. Tu vois que ça voulait être le plus authentique possible. C'est toujours à échelle très humaine. Il n'y a jamais des gros plans pour te dire, regarde, c'est grand. Non, t'es toujours un peu enfermé à taille humaine. Regardez, on est ensemble, c'est comme ça. C'est minimaliste aussi, je trouve, à certains moments, mais l'impact est très fort. Donc honnêtement, je l'ai vraiment revu à la hausse. Vous êtes que 3% à l'avoir vu. C'est pas le film le plus rythmé, mais vous allez vous en rappeler parce que ça dépeint à un moment que peut-être beaucoup de personnes vont ressentir. Cette manque de liberté, le fait d'être constamment contraint dans un système, de faire ce que le système te dit et puis basta, et de vouloir toucher un peu à cette tentation qui est de voler, de s'en aller et tout. Donc franchement, Kess, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment revu à la hausse et pour moi aujourd'hui c'est un chef-d'œuvre que je ne peux que vous conseiller. Ensuite j'ai envie de parler d'une série télé qui s'appelle Barry. Barry, c'est marrant parce que j'avais fait la propagande il y a quelques années, 2023 ça s'est fini, ça a été diffusé en même temps que Succession à l'époque. Et Barry c'est une série hyper intéressante que moi j'adore depuis des années, que j'essaye de recommander à chaque fois. Je fais la propagande constamment, le mois dernier en conseil, ce mois-ci là où je vais expliquer pourquoi la série est bien. Bon, c'est une série, hein, il y a 4 saisons de mémoire, je vais pas vous faire un speech de 15 minutes, j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais en gros, pour faire très très simple, Barry, c'est l'histoire d'un tueur en série qui veut devenir acteur. Le mec, il a des rêves, il veut changer sa vie, il veut devenir acteur. Sauf que forcément, bah, sa vie le rattrape un petit peu, c'est compliqué d'être à la fois un serial killer, assassin professionnel, et en même temps un acteur professionnel. Donc il va faire un peu des deux, il va faire du théâtre, des cours d'acting, et en même temps continuer à tuer ou essayer d'éviter les gens qui veulent le tuer. Donc c'est voilà la Californie, un peu voilà le symbole de ce pays qui tue et en même temps qui a des rêves hollywoodiens, qui veut aller loin. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup Bill Hader, qui réalise beaucoup des épisodes, qui scénarise la série, qui est showrunner, qui est l'acteur principal,
il va créer une série qui est mais vraiment hyper originale. Déjà, le concept est original parce que c'est une série extrêmement violente, mais qui va jouer sur le paraître, sur le fait de mentir, le fait de se montrer à l'image, l'acting, en fait, de manière générale. Et du coup, c'est un mec qui fait semblant d'être un mec normal, donc il est déjà dans l'acting, il joue tout le temps constamment, et quand il s'agit de faire de l'acting pour du théâtre, avoir des répliques et tout, il est pas bon, quoi. Il est pas bon du tout, et il apprend, il essaie de trouver un truc pour s'accrocher, pour être heureux, et faire ces deux activités en parallèle. Il va faire plein de rencontres, évidemment, que ce soit des romances ou d'autres, et en même temps, bah oui, il y a des criminels, il y a des gangsters et ce genre de choses, quoi. C'est comme si Walter White, c'était déjà une sorte de baron de la drogue et il voulait arrêter pour devenir prof de physique-chimie, quoi. Là, c'est un peu ça. C'est le mec qui avait une vie horrible, qui veut même pas une rédemption, hein. C'est juste il veut être un assassin. Et en termes d'originalité, c'est très fort parce que les 4 saisons, mais pour le coup, sont complètement différentes. La 4e avait pas mal divisé parce qu'elle a tenté des choses qui étaient assez... osées, disons les choses. Franchement, plus j'y pense, plus je me dis, bah, le mec était complètement fou de finir sa série comme ça, mais franchement, ça fait plaisir parce que pour une fois qu'une série tente des choses, qui va dans une direction qui est vraiment osée, qui a des tentatives fortes scénaristiques, de mise en scène. Putain, il y a un épisode qui a marqué tout le monde avec une gamine. C'est un truc de fou, quoi. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est très critique de ce pays-là, des rêves des gens, de comment on peut vivre de manière générale. Mais en même temps, putain, il y a des idées de mise en scène constamment. C'est super drôle comme série. Il y a des acteurs qui sont incroyables, qui commencent un peu à tous percer à droite à gauche. On va en voir de plus en plus de ces acteurs-là. Mais c'est dommage que la série n'a pas eu le succès qu'elle mérite, quoi. Surtout en France, où elle est quasiment inconnue. Alors que ça, sur Netflix... Moi, je vous le dis, hein, carton planétaire. Donc, c'est bizarre que HBO n'a pas réussi à vraiment percer aux États-Unis. La série est assez populaire. Elle a bien marché. En France, de plus en plus. Mais on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore parce que c'est une série qui mérite bien plus. C'est particulier, c'est spécial. Même si je pense que la première saison est la plus accessible et c'est bien. Mais plus t'avances, plus elle devient niche, plus elle tente des choses. Et ça qui est particulier. Mais franchement, sur ce que ça raconte, sur les arcs des personnages, sur les surprises, sur franchement une série qui va vite, c'est quoi, 30 minutes à chaque fois. Il y a 8 épisodes par saison, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'est le genre de série que je me verrais bien revoir dans quelques années, tellement c'est facile à regarder, tellement c'est addictif, tellement t'as envie d'enchaîner les épisodes grâce à ces cliffhangers, tellement c'est bien fait. Donc franchement, Barry, c'est un petit bijou, d'après moi, qui va vous faire rêver. Et si vous regardez cette image, je parle exactement de cet épisode-là, qui est lunaire, qui est incroyable. Parce que oui, en termes de mise en scène, il y aura des épisodes, c'est des dingueries, quoi. Franchement, il tente des trucs. C'est un mec qui adore Hollywood, surtout l'ancien Hollywood, enfin l'ancien, allez, le nouveau Hollywood, on va le dire plutôt, années 50, 60 et tout, qui, voilà, va vraiment essayer de faire du cinéma dans une série télé, qui va avoir des dialogues et des discours et des tirades et des monologues, mais absolument lunaires de A à Z. C'est tellement second degré et en même temps très sérieux et touchant. Si vous n'avez pas vu Barry, je vous conseille, c'est sur HBO Max, il y a 4 saisons, ça se regarde très très bien, vous allez adorer. Vous n'êtes que 9% à l'avoir vu, Kess 3%, Barry 9%, c'est pas assez, croyez-moi, il faut regarder ces films. Ensuite, il faut parler d'un classique du cinéma français, c'est évidemment La Grande Illusion de Jean Renoir, et c'est l'histoire de prisonniers de guerre durant la Première Guerre mondiale, la der des der évidemment, et c'est toujours hyper impressionnant de revoir un film de Jean Renoir, et surtout La Grande Illusion que j'avais pas vu depuis très longtemps, et surtout, c'est le genre de film que j'ai revu à la hausse aussi, parce que ça m'avait bien plus fait chier quand j'étais plus gamin, quoi, parce que franchement... Encore une fois, c'est pas le genre de film extrêmement bien rythmé quand t'as pas l'habitude à ce genre de cinéma. Pourtant, je trouve qu'il a très très bien vieilli. Ça fait presque 100 ans que le film est sorti, quoi. 1937, avec 85 ans, moins, 90 ans. Donc c'est un film hyper marquant de ce point de vue-là. Et même en termes de mise en scène, à quel point le film est impressionnant, quoi. À quel point le film, il marque. C'est bluffant. En fait, c'est un film qui est tellement bien maîtrisé. C'est un projet qui est clairement dense. Il est marquant avec des idées fortes, encore une fois. La caméra qui survole les décors, les personnages. Et quand je parle de survoler, c'est vraiment ça. Surtout une scène de chant qui a marqué beaucoup de personnes. Et quand tu sais que c'est un des films préférés d'Orson Welles et que genre Citizen Kane est sorti quelques années après, tu vois les inspirations Jean Renoir chez Orson Welles, quoi. Et surtout dans Citizen Kane, ça c'est marquant. Il y a beaucoup de plans séquences qui donnent vraiment une vraie vie au film pour que l'ambiance et les décors s'installent. Il y a peu de montage, peu de cuts. De manière générale, il y a un fort focus, mais sur tous les plans pour tout voir à chaque fois. C'est pas comme maintenant, il y a beaucoup de focus sur un personnage, le fond est flou. Là, franchement, on voit tout, l'intégralité de l'environnement, parce que c'est ça qui est important aussi, quoi. C'est de voir tout le monde, le lieu dans lequel ils sont, et surtout de voir les gens, quoi. Parce que c'est un film qui parle des gens, chose qui est aussi intéressante, c'est que c'est pas doublé. À l'époque, beaucoup des films étaient doublés. Là, c'est pas doublé, c'est en post-production. Ils ont tourné le son sur place. Et c'est fou parce que c'est 1h50, mais il se passe tellement de choses, quoi. C'est une énorme fresque qui est à la fois intime et grandiose sur la guerre, quoi. C'est ça qui est vraiment marquant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est fou à quel point il marque son époque en réussissant à vraiment, genre, rapprocher
des ennemis par leur statut de bourgeois. Genre, il y a des gens qui se font la guerre, je sais pas, des Français, des Allemands, ils se font la guerre, mais au fait, ils préfèrent être des bourgeois ensemble que se faire la guerre pour leur pays. Donc, d'un côté, ils vont mettre de côté leur allégeance nationale pour littéralement sauver leur statut de bourgeois, quoi. Pour eux, le combat de classe sociale est plus marquant que le combat entre pays. Et ça, c'est tellement intéressant, je trouve, comme idée. Et ça a 90 ans, quoi, comme idée pour ce film-là. En tout cas, ça doit exister avant. Et donc, il rend des figures qui se font la guerre presque respectables, juste de la manière dont elles se comportent, avec beaucoup d'honneur, elles arrivent à dialoguer, parler et tout. C'est la Première Guerre mondiale, hein, donc c'est un peu différent de la Seconde, évidemment. Des figures respectables qui vont diviser les peuples, forcément, mais en même temps, juste à cause de frontières physiques. Alors que la vraie frontière qui dérange dans le film, c'est la frontière sociale, quoi, la frontière de classe. Donc, ils envoient le peuple se faire la guerre, eux, ils gardent leur statut bourgeois, tout se passe bien, c'est des aristocrates, grosso modo, et en même temps, ils jouent énormément sur ça, sur le concept de frontière, surtout à la fin du film, que j'ai pas envie de spoiler, évidemment, mais c'est assez marquant de ce point de vue-là. Donc, en fait, les pauvres, eux, doivent se serrer les coudes pour s'en sortir constamment, ils doivent galérer, ils sont victimes de la guerre, pendant que les hauts placés, ils manigancent, ils se font plaisir, ils sacrifient des gens. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un peu le début de l'antisémitisme pré-Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un film qui sort en 1937, c'est les débuts progressifs de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de l'antisémitisme de manière très forte, mais pas que chez les Allemands, aussi chez les Français. Et ça, c'est quand même hyper intéressant et je trouve que c'est osé. C'est un film quand même qui est considéré comme l'un des grands films pacifistes, justement, car il va montrer la futilité de la guerre, à quel point c'est inutile, guerre qu'on ne voit jamais d'ailleurs dans le film qui est encore plus intéressant, mais on voit la chose la plus importante, on voit les conséquences sur le peuple blessé, moralement, physiquement, mais surtout, voilà, émotionnellement, quoi. Il y a pas mal de scènes par rapport à ça, et justement, le film va constamment compenser avec des scènes de douceur par rapport à la vie normale, quoi. Les plantes, là, une vache, par exemple, il y a une scène par rapport à ça. Donc franchement, il va mettre des moments de bonheur face au trauma, face à la violence de cette œuvre, quoi. Alors que c'est une violence pas physique. Enfin, il y a une violence physique, mais elle n'est pas montrée, quoi. C'est une violence vraiment de classe, une violence de guerre. Et c'est un film qui devait dire à tout le monde à l'époque, la guerre, ça ne sert à rien, ne le faites pas, c'est inutile, et puis basta, quoi. Mais pourtant, et malheureusement, ça a lieu, Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est un film hyper intéressant parce que c'est une capsule temporelle quand même d'un moment, d'une tentative de créer un film pacifiste qui puisse changer l'histoire, entre guillemets. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est une œuvre qui est tellement marquante à regarder. Vous n'êtes que 11% à l'avoir vu et je ne peux que vous le conseiller. Foncez sur le film. Vous êtes aussi 13% à avoir vu The Chaser de Na Hong-jin et c'est pas assez non plus. C'est un thriller que vous allez adorer. C'est l'histoire d'un proxénète qui voit beaucoup de ses filles disparaître plus ou moins au même endroit. Du coup, il va commencer à enquêter et il va tomber sur le mec qui est en train de les tuer. C'est là qu'il va commencer une course-poursuite, de Chaser aussi, une course-poursuite par rapport à ce mec pour l'attraper, pour se venger, pour l'emmener à la police et ce genre de choses. Et c'est toujours un plaisir de le revoir. Je ne l'ai pas forcément revu à la hausse, je l'ai vu de la même manière, quoi. J'ai toujours beaucoup aimé l'œuvre parce que c'est un thriller qui est franchement surprenant. En termes de scénario, c'est surprise après surprise. Franchement, quand tu regardes une scène du film et tu dis que c'est que les 25 premières minutes, tu te dis c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ça change tellement de tonalité, d'ambiance au fur et à mesure, parce que le début, voilà, c'est un thriller noir, marquant, mais plus t'avances, plus ça parle de choses un peu différentes. C'est assez choquant, c'est assez violent aussi, il faut dire les choses. Et surtout qu'on suit des personnages à une morale ambiguë, quoi. Enfin, je veux dire, on suit un proxénète qui nous donne envie de le voir réussir, quoi, dans une Corée mais qui est complètement cassée, quoi, d'un point de vue systémique forcément, mais en gros, la police, elle échoue de A à Z. Ça va pas du tout. Dans ses responsabilités, dans ce qu'elle crée de mal de manière générale, et tout ça pour des raisons bêtes, personnelles, politiques, à cause desquelles, justement, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, et surtout ces femmes, qui souffrent pour des choses juste profondément débiles, quoi. Et ça va même pervertir les hommes qui bossent dans ces institutions, et c'est tout un cycle qui se répète, qui est insupportable par rapport à la morale, à la loi, et tout change à cause de ça. Donc c'est fascinant à voir de ce point de vue-là. Et évidemment, les femmes de l'œuvre sont complètement exploitées, elles sont délaissées par le système, dans une société qui promettait de les défendre. En réalité, elles n'y arrivent jamais, quoi. Elles souffrent toutes, même de manière illégale, c'est impossible de les défendre. Et justement, en fait, ça a des conséquences sur les victimes, mais aussi sur les gens qui ne pourront pas les aider, qui seront impuissants par rapport à ces femmes, et qui vont ensuite essayer d'avoir le droit à une rédemption, qui vont essayer d'évoluer. C'est quoi les limites, justement, de cette rédemption? Je trouve que c'est assez intéressant, et j'aime plein de choses dans le film, hein. Franchement, déjà, le rythme, il est dingue, c'est 2 heures qui passent à une vitesse folle, mais même l'approche religieuse de l'œuvre, elle est super intéressante, sans vous spoiler un peu ce qui se passe par rapport à ça, mais tout est basé sur la foi, sur la destinée, sur la cruauté du monde, le timing
cruel à certains moments, quoi. Et parfois, il y a des choses de timing qui sont tellement frustrantes, mais c'est le jeu, c'est la vie, t'as l'impression que tout est planifié depuis le début par une entité cosmique, religieuse et tout, spirituelle, et ça crée une sorte de film qui est super prenant dans les rues sombres de la Corée, dans un monde noir, urbain, qui montre, voilà, encore une fois, la banalité du mal, la violence crue, et c'est assez marquant de ce point de vue-là. Et franchement, vu que ça s'arrête jamais, vu que c'est un rythme de dingue, l'histoire nous balade dans tous les sens, sans qu'on sache vraiment comment ça va finir. Il casse certains codes du genre, mais il a aussi une énergie, franchement, qui est très caméra-épaule, quoi. T'es embarqué dans le truc, surtout dans la voiture, il y a beaucoup de séquences en voiture, que ce soit avec la police ou les autres. Il y a quasiment pas de musique, il donne une forte présence, mais physique aux acteurs. Ils vont vraiment avoir une physicalité forte, ça va pas être des scènes où ils vont être focus, tu sais, forcément sur des répliques et tout, mais vraiment sur des comportements physiques, limite c'est de la danse à certains moments. Donc franchement, c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas vu The Chaser, vous allez adorer, ça va vous balader, vous allez kiffer, ça va vous surprendre, vous allez kiffer. Et surtout, ce que ça raconte, c'est très très fort. Donc The Chaser, c'est un pur petit bijou, donc n'hésitez pas à voir The Chaser ou à le revoir. C'est un plaisir de le revoir d'ailleurs. À partir de là, vous êtes plus nombreux à avoir vu les films, même si on reste sous les 50%, mais c'est La Chasse de Winterberg, vous êtes 27% à l'avoir vu, et je l'ai revu un petit peu à la baisse aussi tout de même, mais grosso modo La Chasse, c'est l'histoire d'un prof d'école primaire qui se fait accuser de pédophilie. Apparemment, il a montré son sexe à une élève, l'élève a visiblement touché son sexe, bref, il se fait clairement accuser de pédophilie, et c'est là que l'histoire va prendre un tournant assez dramatique forcément, parce que c'est faux, le mec ne l'a absolument pas fait, et j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'est vrai, il m'avait marqué un peu après qu'il soit sorti, et ça reste une œuvre que je conseille, même si je l'ai vu un peu à baisse, parce que j'étais un peu juste déçu par la mise en scène assez simple de Winterberg, mais ce qui est bien, quand même, faut dire les choses, c'est qu'il arrive à gérer le suspense et certaines scènes de tension tout en gardant un très bon rythme. Genre c'est 1h45, ça se regarde très très bien, ça s'enchaîne, c'est un peu plan-plan, je trouve que c'est un peu dommage, il tente pas beaucoup de choses visuellement, mais Winterberg, il a d'autres qualités d'après moi, c'est un très bon directeur d'acteurs, les acteurs sont tous excellents. Pour le coup, il a le sens du symbole constamment par rapport à ce concept de chasse. Forcément, il y a quasiment pas de musique ou pas du tout, si je dis pas de bêtises. Ça aide le film, ça mélange parfaitement les genres entre parfois l'horreur, t'as l'impression, le début un peu plus comique et forcément le drame familial parce que ça va impacter tout le monde, cette histoire de fausse accusation de pédophilie, mais ça reste un peu trop peu inspiré, j'ai envie de vous dire, à certains moments. Par contre, le sujet du film, franchement, il est génial, il est hyper intéressant. Cet homme, il est accusé à tort, donc il doit se défendre face à un système qui croit de manière tout à fait légitime et normale la petite fille, ce qui est la réaction normale à avoir. Cette petite ville se dresse contre lui. Voilà, on n'est pas à Copenhague, mais en banlieue. Et voilà, c'est un petit truc et tout. Et il se sent impuissant dans ce système, quoi, qui l'agresse mentalement, mais physiquement aussi, et ça fait ressortir les pires parties de lui, quoi. Ça fait ressortir des choses qui devraient pas exister, mais il est mené à bout, il souffre et tout, et ça montre un peu la paranoïa de cette ville. Ça montre un peu comment les gens pètent un câble par rapport à ça, comment ça devient une sorte de pression de masse par rapport aux gens, donc je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est fascinant de voir comment une réputation elle peut être brisée, mais comme ça, en un instant, en fait, un petit mensonge, comment le chasseur devient genre la proie en quelques secondes, quoi, dans un système encore une fois très patriarcal, sur la masculinité, c'est hyper important aussi, et c'est voilà, l'innocence de l'enfance contre littéralement la responsabilité du monde adulte. Comment toi, en tant qu'adulte, t'entends une fille venir te dire « on m'a montré son pénis », et comment tu réagis par rapport à la personne qui a fait ça, même si t'as pas de preuves, même si c'est pas vrai. Donc c'est hyper fascinant à confronter comment une masse agit face à un homme qui n'a rien fait, et ça crée des dynamiques dans la ville, mais aussi dans la famille, en fait, hyper compliquées, parce que forcément, il a un fils, ce fils-là, c'est un adolescent, son père, il se voit chasser littéralement de sa propre ville, il peut plus rien faire, il souffre de ce système alors qu'il est innocent, et ça crée des comportements qui sont difficiles aussi pour un jeune adolescent. Donc comment est-ce que tu évites d'avoir un traumatisme qui va hériter dans ta famille par rapport à ça? Donc franchement, c'était un grave plaisir de le revoir, un peu à la baisse, mais j'aime beaucoup le discours sur le pardon, sur la rédemption, sur la vérité, quoi. C'est quoi les limites de cette vérité, le mensonge, quel impact ça a, ce petit mensonge, voilà, c'est pas la faute d'une fille, la fille elle comprend pas non plus, quoi. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était fascinant, j'ai adoré comment la communauté se déchire, comment il essaie de garder en vie cette famille aussi. C'est un film qui est fascinant, un peu déçu légèrement en le revoyant, mais ça reste très bien, je ne peux que vous le conseiller, je suis sûr que vous allez adorer aussi, parce que tout le monde adore, parce que c'est un très bon film, donc franchement ça vaut le détour, regardez-le, vous allez sûrement kiffer. Et pour finir, le film que vous avez le plus vu, et c'est pas étonnant parce que c'est le plus accessible de la liste, c'est le film Goodbye Lenin, vous êtes 36% à l'avoir vu, et ça m'étonne pas parce que c'est un film qui a beaucoup tourné pour les gens de ma génération à l'époque, c'est un film de 2003
qui raconte, oui, la fin du bloc de l'Est, de l'Europe de l'Est qui s'effondre progressivement avec ce qui se passe, la fin du communisme et tout. Et là, ça se passe à Berlin. La ville était coupée en deux et d'un coup, ça s'arrête. On passe du communisme au capitalisme. Sauf que dans cette histoire, il y a donc la mère de l'un des personnages principaux qui est tombée dans le coma. Donc elle n'a pas vu la chute du mur, elle pense que c'est toujours le communisme et elle est gravement malade. Si un choc lui arrive, elle risque de mourir comme ça instantanément. Et elle était fan du communisme, elle était fan de ce qui se passait avant dans le pays. Et ça va être le cœur du film, ça va être comment cet homme-là, sa famille, vont essayer de convaincre la mère que le bloc de l'Est existe encore. L'Allemagne de l'Est est encore debout. Et j'avoue que le concept est hyper original, hyper intéressant, mais je l'ai revu aussi un petit peu à la baisse, parce que c'est un film que j'adorais quand j'étais plus jeune, ma petite Madeleine de Proust, là, qui a perdu un peu de sa superbe, je trouve. Normal, j'ai plus 15 ans ou plus jeune quand je l'ai vu, mais j'aime quand même beaucoup la sincérité du film qui se concentre sur les relations familiales avant tout. C'est pas qu'un film sur la chute du communisme et tout, c'est une œuvre sur comment grandir, comment prendre en responsabilité au sein justement d'un groupe familial, et ça représente en fait les divisions du pays. Vu que la famille est divisée, vu que le pays est divisé, vu que l'Europe est divisée, et d'un coup elle est unie par le capitalisme, le sujet me parle, forcément, parce que moi, ma famille, elle a vécu dans le bloc de l'Est, ma famille est roumaine, donc à un moment, je sais c'est quoi le passage du communisme au capitalisme. Je ne l'ai pas vécu moi, mais on me l'a tellement raconté, tellement expliqué que je comprends. Et surtout que je comprends la nostalgie qu'a littéralement le film pour le bloc de l'Est. Parce que c'est un vrai truc, et c'est un vrai truc que des gens de ma famille connaissent aussi, quoi. Parce qu'il y avait des choses qui étaient positives pour ces gens-là dans le bloc de l'Est. Parce que c'est pas juste glorifier une dictature et tout. Il y avait des choses que les gens, ils aimaient bien. Et des gens sont encore tristes de ce qui se passait là, quoi. Il y a une sorte de mélancolie qui se crée par rapport à la fin d'une dictature sanguinaire. Et c'est intéressant comme idée, quoi. C'est intéressant le concept même de nostalgie d'une dictature, parce qu'en réalité, il y avait des choses qui faisaient du bien aux gens. En plus de ça, forcément, le film a critiqué l'arrivée grotesque du capitalisme dans le pays, forcément, en Allemagne, qui crée une vraie crise existentielle dans tous les habitants de l'Est, t'as l'impression. Et j'adore comment, en fait, le film, il utilise l'art, les médias, la création pour manipuler et bourrer le crâne de la mère. En fait, la mère, elle a vécu de la propagande toute sa vie. Là, la propagande, entre guillemets, est terminée et va revivre de la propagande de la part de sa famille pour des bonnes intentions, entre guillemets. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça parce que ça crée des situations qui sont comiques, qui sont touchantes, et ça montre la force de l'art, encore une fois, l'impact de celle-ci, à quel point les images peuvent manipuler, à quel point les images peuvent changer le monde littéralement. Et le but du film, c'est vraiment de montrer la différence entre la réalité et la fiction. Genre la narration est au cœur du récit de manipulation. Et c'est ce que font les films. Ils manipulent nos sentiments, nos idées, manipulent l'histoire aussi. Donc tout le film tourne autour de ce sacrifice patriotique un peu, mais représenté par le sacrifice familial. Donc c'est fascinant comme idée, et j'adore la confrontation des deux nouveaux mondes, quoi. Enfin, l'ancien monde, surtout avec le communisme qui s'effondre, mais lui qui essaie de le garder en vie, et en même temps le monde du capitalisme. Et même si j'adore, voilà, encore une fois, le rite initiatique symbolisé par l'Ouest versus l'Est, d'un point de vue personnel, intime, j'ai vraiment du mal avec la mise en scène. Franchement, en revoyant le film, je trouve que c'est trop simple, il n'y a pas de tentative forte, sauf une scène en question, celle-ci qui est vraiment marquante pour le coup. Mais bon, la musique omniprésente, ça fait vraiment téléfilm, c'est insupportable, ça gâche même l'impact émotionnel de certaines scènes, et même beaucoup de scènes, j'ai envie de vous dire. Et j'ai pas le souvenir que c'était aussi lourdingue, parce que franchement, la musique, elle m'a vraiment sorti du film. Cette fois-ci, c'est que ça, et ça, cette vibe un peu téléfilm. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste sincère, ça parle d'un sujet qui est compliqué à exploiter, qui est difficile à expliquer pour les gens qui l'ont pas vécu, et quand tu vois ce film, tu penses un peu comprendre, tu dis, ok, je vois pourquoi le communisme, ça manque aux gens. Je vois pourquoi c'était pas juste l'enfer sur Terre, même si c'était compliqué. Moi, je pense que tous les gens qui l'ont vécu vous disent la même chose. Je suis prêt à sacrifier tout pour la liberté. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, quand je demande à ma famille si le communisme t'aimerait y retourner, ils disent non, on n'était pas libre. C'est plus important d'être libre, même si maintenant, ils ont des conditions matérielles qui sont pires qu'avant, pour vous dire. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont une vie de merde maintenant, qui n'avaient pas une vie de merde à l'époque du communisme, mais ils préfèrent être libres. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un truc que le film explique bien. Il dit, ok, c'est le capitalisme, c'est un peu grotesque, c'est un peu le bordel, on est peut-être un peu plus libre, mais il y avait un truc qui était apaisant, qui était beau dans le communisme de l'époque, que beaucoup de gens aiment bien. Ça vaut pas le coup, hein, mais il faut quand même reconnaître et parler de cette nostalgie. Et dans un film comme ça, familial, un film accessible, c'est cool comme idée,
et je trouve que c'est bien, et en plus ça a révélé Daniel Brühl au monde entier, et juste pour ça, ça vaut le coup. Donc franchement, Goodbye Lenin, je l'ai revu un peu à la baisse, mais ça reste très divertissant, très cool, donc je ne peux que vous le conseiller, foncez dessus. Voici la liste des 5 films que j'ai critiqués donc aujourd'hui, et en même temps des films qu'il faut voir ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur les plateformes d'écoute, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.